Abdoul Karim Bandé, le directeur général du cabinet Salomon Conseil, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la gestion de l'échec avec le cas des examens et concours. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, c'est un moment très attendu pour la plupart des candidats ou même les acteurs du milieu, les enseignants, tous ceux qui gravitent dans le monde éducatif. Comment est-ce que vous appréciez cette période des examens scolaires et aussi des concours? Déjà, merci pour l'opportunité et c'est de souhaiter bonne chance à tous ceux qui ont un concours ou un examen à passer. Aussi, plein succès à ceux qui ont réussi, ou du moins mes félicitations à ceux qui ont réussi. Alors, il faut dire que c'est une période de stress parce qu'elle a un impact, les examens et concours ont un impact sur la vie de l'individu, mais aussi sur la vie de la famille. Donc, c'est des moments de stress importants. Même moi, le fait d'imaginer que mon fils devra passer bientôt un examen dans 2 ans, c'est déjà même stressant que de l'imaginer. Alors ceux qui le vivent au quotidien. Et ça, c'est déjà le premier point. Mais j'ai envie de rebondir pour faire une fenêtre sur des propos qu'on entend souvent. On n'a pas besoin de diplôme pour réussir. Ouais, ça, c'est un moment où les gens doivent avoir des diplômes. Et j'ai envie de dire qu'il y a une subtilité qu'il faut comprendre. Est-ce que le diplôme rend riche, immensement riche? Non, je ne pense pas que devenir riche est une question de diplôme. Mais si je prends parmi les personnes les plus démunies au Burkina Faso et même partout ailleurs, vous verrez que c'est la couche la moins diplômée qui sera la plus démunie. Le diplôme va vous garantir un niveau de vie. En tout cas, vous avez plus de chances d'avoir une vie moyenne avec un diplôme que sans diplôme. Oui, ça ne rend pas riche. Devenir très riche, pour moi, c'est même pas une technique en fait. C'est une grâce, ça ne s'explique pas. C'est une dimension beaucoup plus spirituelle de mon point de vue que liée au diplôme ou à quoi que ce soit d'autre. Mais pour se prendre en charge, pour prendre en charge sa famille, dans notre société, le diplôme joue un grand rôle. Donc ne prenons pas des risques inutiles. Commençons déjà par avoir nos diplômes, on les pose et puis après allons sur d'autres choses si on veut. Parce que la stabilité déjà va commencer avec le diplôme. Et il suffit de regarder autour de nous, regardez dans vos familles, dans vos quartiers, la plupart des gens qui ont du mal à s'en sortir sont des personnes qui ont quitté le système scolaire assez tôt. Et tous ceux qui sont allés au bout de leurs études, au moins, arrivent à pourvoir l'ensemble de leurs besoins. Donc c'est extrêmement important. Et que répondrez-vous à ceux qui pourraient vous rétorquer en disant qu'il y a plusieurs diplômés qui tapent aux portes de l'emploi pendant des dizaines d'années qui se retrouvent perpétuellement au chômage? Et je leur dirais qu'il y a encore des milliers d'autres non diplômés qui n'ont rien à faire, qui ne peuvent même pas taper à une porte. Parce que moi, le diplômé, il peut taper à une porte et ne pas l'avoir. Mais celui qui n'a même pas de diplôme ne peut même pas taper à une porte. Et ils sont des millions. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Souvent, le critère de comparaison n'est pas le bon. Oui, il y a du chômage pour les diplômés. Mais eux ont encore une chance. Par rapport à celui qui n'a même rien. De nombreux jeunes nous disent, mais je veux un travail, tu sais faire quoi? Je me débrouille, je peux tout faire. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas tout faire. Voilà, donc, voilà ce que je peux répondre à cette question. Au-delà des cours, au-delà des exercices, comment en cette période on se prépare mentalement, moralement pour ces examens, pour ces concours? Comment on arrive à être fin prêt dans la tête? Alors, moi je dis déjà que c'est une formule dont je parle dans mon livre qui s'appelle Eureka. Ce philosophe qui a découvert Archimède d'ailleurs, il est raconté que il a médité sur son idée, il a cherché, il a réfléchi, et puis c'est dans sa salle de bain qu'il s'est écrié Eureka, j'ai trouvé. Parce que le cerveau fonctionne de sorte que il est dans son optimum lorsqu'il est au repos. Ça veut dire quoi? Le succès est un automatisme. Il faut lui envoyer des problèmes au cerveau. C'est pour ça qu'on s'entraîne, on télécharge des données, on fait des exercices, on répète, on s'entraîne pendant toute l'année. Mais lorsqu'on approche des examens, il faut le mettre au repos. Parce que c'est dans la posture de repos qu'il va être optimum. Et lorsque vous êtes angoissé, vous avez trop peur, en fait vous le bloquez en fait. Il n'est pas automatique. C'est comme quand vous apprenez à conduire. Vous allez voir que l'apprenti chauffeur, il est trop concentré. Il veut tout maîtriser et finalement il fait des erreurs. Mais lorsque vous avez la maîtrise, vous ne réfléchissez pas pour conduire en fait. Votre cerveau conduit pour vous la voiture. Vous causez, vous pensez à d'autres choses et puis vous conduisez la voiture. Parce que le succès est un automatisme. Mais avant que cet automatisme se mette en place, il faut s'entraîner. C'est pour ça qu'il fallait étudier durant toute l'année. Pour que l'automatisme soit assis. Dès que vous l'avez fait, et le système est fait pour que l'élève moyen ait son examen. Il n'est pas fait pour que ce soit le premier qui ait l'examen. L'élève moyen doit avoir son examen.
Parce que justement, s'il a bossé convenablement, il est dans les dispositions nécessaires pour réussir à son examen. Donc moi je dirais déjà, il faut aller vers du repos. On suppose qu'on a pris suffisamment de temps durant l'année. Le moment de l'examen arrive, il faut penser au repos. Éviter de se surstresser, ça sera improductif. Quand on prend un exemple, un échantillon de 10 candidats, difficile de trouver 3 qui n'auront pas la crainte d'échouer, qui seraient à 100% sûrs. Comment est-ce que cela pèse? La foi en ce que ça pourrait marcher ou la foi en ce que je risque d'aller au second ou ça risque de ne pas marcher pour moi? Alors, comment ça compte? C'est très complexe comme solution en fait. Ce qui est vrai, il ne faut pas se stresser. Maintenant, comment ne pas se stresser? Déjà, quand vous avez bien étudié, vous êtes moins soumis au stress que celui qui n'a pas assez étudié. Et ensuite, c'est la pression aussi des parents. Là aussi, l'environnement compte. Vous voyez que dans le football ou dans les sports en général, quand les matchs approchent, on isole les joueurs. Tout à fait. Justement pour éviter qu'ils subissent la pression. Mohamed Ali était un champion dans ça. Avant un match, il passe son temps à insulter son adversaire. En fait, il essaie de lui foutre de la pression parce qu'il sait que si le gars commence à avoir peur, lui, il aura déjà gagné son match. Donc, il va passer le temps à le critiquer. T'es pas assez beau, je suis plus beau que toi, je vais te mettre KO. Et plus il dit ces paroles, plus il met le stress dans le camp de son adversaire et il a toutes les chances de le battre à la fin. Donc, du coup, il faut vraiment s'isoler et éviter d'être soumis vraiment à la pression. C'est vrai que tout le monde n'a pas, et là, les tempéraments vont jouer. Vous allez prendre des colériques qui sont moins portés sur la pression. Ils gèrent mieux la pression. Vous allez prendre des sanguins, ils sont plus agités. Vous allez prendre des pacifiques, les mélancoliques, c'est terrible. C'est leur mode d'être en fait. Donc il y a ça aussi qu'il faut pouvoir prendre en compte pour accompagner les individus. Et pendant cette période, il est vrai, on a parlé de ceux qui n'hésitent pas à bosser leur cours, ceux qui font des exercices, ceux qui se préparent moralement. Mais il y a malheureusement ceux aussi qui préfèrent la courte échelle. Suivant l'actualité, on a vu récemment l'interpellation d'un réseau d'élèves en fait au niveau du BEPC qui ont préféré la courte échelle et qui s'adonnaient à de la fraude. Comment est-ce que vous comprenez une telle situation? Déjà, moi, je veux féliciter les autorités en charge de cet examen et de tous nos examens et concours. C'est vrai que j'ai écouté ou pratiquement comment ça peut arriver, mais au moins, ils ont décelé le problème. Je crois que c'est ça qu'il faut noter déjà. Et partout dans le monde, les tentatives de fraude, ça existe. C'est la nature humaine. Donc déjà, moi, je les félicite pour avoir décelé la fraude. Pour moi, c'est à saluer. Et avoir réussi aussi l'organisation donc, de ces examens-là. Maintenant, il faut dire que ces élèves-là sont à l'image de notre société. Ils sont à l'image de notre société, ils sont à l'image de... J'ai envie de dire c'est parce qu'on les a attrapés, eux. Mais il y a des adultes qui, tous les jours, posent des actes qui sont contraires à la loi. Tous les jours, parfois même beaucoup plus graves. Oui, je suis d'accord, il faut même les sanctionner, je pense. Mais en même temps, il faut se souvenir aussi que c'est des enfants. Ils sont des enfants qui ont une énergie, parce que ce qu'ils ont fait est mal. C'est mal, ils doivent être réprimandés, sanctionnés. Le cerveau, selon ce qui est dit, aurait 24 ans. Waouh. Je ne sais pas quel âge il a. Après, moi, j'estime que souvent les personnes brillantes, non canalisées, font plus de bêtises qu'autre chose. D'accord. Pour moi, voilà des personnes, comme ce cerveau, qui est une personne certainement très brillante et qui a surtout besoin d'être canalisée. Oui, maintenant, comment on fait quand il y a la loi aussi en face qui doit sévir justement pour donner l'exemple? Mais, à mon avis, c'est le signe d'une personne qui a beaucoup d'audace. Malheureusement, ça a été utilisé dans un sens très négatif. Mais le potentiel, la capacité, à mon avis, existe. Et beaucoup de jeunes sont dans ces cas. Ils ont besoin que cette énergie, cette capacité qu'ils ont, soit plutôt mieux orientée que mal orientés. Mais ils sont à l'image de nos sociétés. On a parlé de la famille. Quand les familles sont, je ne sais pas la situation de famille qu'ils vivent, mais de manière générale, quand les familles sont dysfonctionnantes, ça pose ce genre de problème souvent. Donc responsabilité partagée même au plan familial. Mais avec un tel exemple, où les candidats, on l'a vu avec les explications de la police nationale, utilisaient à partir des réseaux sociaux et même l'intelligence artificielle, ils s'en servaient en fait pour procéder à la fraude. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'inquiéter sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre monde scolaire et tout? C'est vrai. S'inquiéter, pour moi, ça ne servirait à rien. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher. Mais il faut s'adapter. Ça, on n'a même pas le choix. Quand vous dites qu'il faut s'adapter, c'est revoir les méthodes de contrôle, tenir compte de tous même ces des aspects. Cours. Nous, chaque année, on a une conférence au niveau de l'IST, et Ouaga 2000 en particulier, mais sur l'ensemble des IST. Nous avons une conférence de nos enseignants sur l'intelligence artificielle. Parce que ça change toute la dynamique.
ça change la façon d'enseigner. Pour le moment, on ne le sent pas trop. Ça commence à venir. Mais la façon d'enseigner va changer. Puisque le déjà difficile, c'est quoi? L'homme a réussi à modéliser la pensée. Avant, on pouvait faire des logiciels pour poser des actions, des actes mécaniques. Aujourd'hui, le logiciel peut réfléchir comme réfléchit un homme. Et il va de plus en plus le faire et même mieux le faire. Alors, ça veut dire que la façon d'enseigner, la façon de travailler va changer. Il y a des métiers qui vont disparaître. Même le métier des médecins en danger. Parce qu'il suffit de prendre tes constantes et puis la machine va mieux que le médecin analyser, voir des détails que le médecin n'aurait pas vu peut-être. Puisque si on l'entraîne en lui donnant par exemple la façon de procéder de médecins très expérimentés et on lui donne cette façon de procéder, on l'entraîne, au bout d'un moment il va faire mieux que ces médecins-là. Ouais. Et plus on l'entraîne, plus il s'améliore. Et vous voyez que ça, on doit s'adapter, on n'a pas le choix. Loin de moi l'idée de dédouaner des élèves qui pourraient s'adonner à la fraude, c'est condamnable, c'est interdit, et d'ailleurs ils seront soumis à la rigueur de la loi. Mais on se rend compte qu'au bout, c'est le succès qui est recherché, vaille que vaille, coûte que coûte. Et la question que j'ai envie de poser, pourquoi est-il si difficile d'accepter souvent l'échec? Quand on regarde, est-ce c'est l'entourage, est-ce la pression familiale et tout? Pourquoi c'est difficile d'accepter l'échec? Premièrement, si on est indifférent à l'échec, ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il est important quand même que l'échec nous affecte. C'est ce qui nous rappelle que nous sommes vivants, nous sommes humains et nous avons des ambitions. Si l'échec, vous voyez, il y a des gens qui sont très indifférents à l'échec. Ça produit la non-volonté, il n'y a plus d'action du tout. Donc c'est bien déjà que l'échec produise de la frustration. Cette étape-là, pour moi, elle est importante. Le problème, c'est de demeurer dans cette frustration et de ne plus agir. Donc, une fois qu'on a subi l'échec, ce que je dis, c'est normal. Pour moi, la deuxième chose à prendre en compte, ça va être de voir l'échec comme un tremplin. Et c'est un tremplin. Moi, je considère l'échec comme un pédagogue. Dans mon livre, je trouve que un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à l'homme, c'est la frustration. La frustration est un don de Dieu. Et l'échec produit de la frustration. Imaginons quelqu'un qui fait un palu et qui ne fait pas de fièvre. En fait, il va mourir. Il ne saura pas pourquoi il est mort. Mais la fièvre vient comme un indicateur pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Va vérifier. La fièvre n'est pas une maladie, c'est juste un indicateur. L'échec ou la frustration n'est pas une maladie, n'est pas un problème. C'est un indicateur pour dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas bien. Va chercher, va te remettre en cause, corrige. Donc oui, pour moi, le fait qu'on prenne mal l'échec est une bonne chose. Mais le fait de demeurer justement dans ce mauvais sentiment longtemps, là, ça pose problème. Il faut pleurer. Et quand on a fini de pleurer, il faut analyser la situation et il faut prendre des décisions, il faut se remettre en cause. Justement, quand on regarde les premiers moments d'un échec, généralement, le premier effet, c'est la tristesse, la colère. Et malheureusement, dans certains cas, certains, ils vont jusqu'au suicide, même par peur, parce qu'on n'accepte pas cet échec. Aujourd'hui, comment émotionnellement faire face à l'échec? Déjà, c'est de l'encaisser. Je crois que ce moment-là, il ne faut surtout même pas... Comment je vais dire? Il y en a qui essaient d'être indifférents, de donner l'impression d'être indifférent. Ils veulent garder la tête haute. Non, tiens, c'est un échec, ça fait mal. Il faut l'accepter. Il faut pleurer, il faut faire le deuil en griffe de son échec. Et ça fait partie du processus. Mais comme je disais tantôt, on ne doit pas demeurer longtemps là-dedans. Une fois que ça s'est fait, il faut analyser qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et j'ai envie de vous donner l'exemple de mon épouse. Quand on se marie à peine, l'exemple est cité dans mon livre d'ailleurs, elle est renvoyée de son emploi. Elle rentre à la maison frustrée. Ah oui, vraiment, dans ce pays, quand tu ne connais pas les gens, j'ai dit, assieds-toi, calme-toi. Oui, c'est un revers, tu as été renvoyé. Analysons ton renvoi. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce que le renvoi était juste ou pas? Parce que ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas bonne pour nous qu'elle est injuste en fait. Lorsque nous avons analysé, ça va prendre du temps si je veux tout déployer ici, allez lire le livre. Lorsque nous avons analysé son renvoi, mais elle s'est rendu compte que le renvoi était juste. Elle ne méritait pas d'être retenue. Elle avait des limites très objectives, notamment dans sa capacité à vendre. Elle n'était pas très douée en marketing. Elle était très technique en télécom parce qu'elle est ingénieure technico-commerciale en télécommunications. Elle comprenait très bien les télécommunications, mais elle n'était pas bonne vendeuse, bonne marketeur. Mais elle s'est remise en cause.
Elle a pris 1 an, je vous assure, 1 an de chômage pour étudier la vente, étudier la stratégie, étudier le marketing. Mais à l'issue des 1 an, elle a eu un nouvel emploi. 6 mois après, elle est devenue directrice commerciale. Et ça ne s'est plus arrêté. Mais il a fallu que l'échec vienne lui rappeler et qu'elle accepte l'échec. Et qu'elle se remette, elle analyse son échec pour trouver là où ça n'a pas marché. Et qu'elle se remette en cause et corrige. Ça ne sert à rien de se plaindre d'un échec et puis de ne pas se remettre en cause. Quel que soit le revers, on a une part de responsabilité. Donc la clé majeure, c'est vraiment la capacité à se remettre en cause. À quoi on s'expose lorsqu'on n'arrive pas à gérer émotionnellement cet échec, lorsqu'on n'arrive pas à faire face et à l'analyser, à faire le point de ce qui aurait marché ou pas pour se remettre sur la selle? C'est là où on a besoin de coach en fait. De coach ou de mentor ou de personnes. Parce que seul, c'est pas du tout évident. Hein. Seul, c'est pas évident. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Un revers professionnel, dans son couple. Souvent, on a besoin, beaucoup de personnes ont besoin d'avoir un autre regard. Et il faut choisir les bonnes personnes à qui aller exposer ces problèmes. Parce que imaginons que moi, je n'avais pas ce recul de coach. Peut-être que j'allais m'accorder avec elle pour dire oui, tu as raison, le pays là de toutes les façons, les gens sont mauvais et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore il serait au chômage parce qu'elle n'allait pas se remettre en cause. Donc il faut trouver la bonne personne qui comprend le phénomène, peut-être qu'il a déjà vécu, qui a su surmonter le phénomène. En ce moment, il peut mieux vous guider parce qu'il n'y a que celui qui a traversé le désert qui peut, comme Moïse, qui peut vous montrer le chemin de la terre promise, quoi. Donc c'est bien d'avoir des personnes qui ont connu les mêmes revers que vous, ils sauront mieux vous accompagner. Nous sommes en période d'examen scolaire, on l'a dit en début d'émission, mais pour la famille, comment est-ce qu'on arrive à aider un enfant à gérer émotionnellement son échec à l'endroit des parents? Ouais, ça nous on l'a vécu, hein. On l'a vécu et ça c'est très choquant quand on est parent au début. On se dit mais mon enfant il doit être brillant quoi, il n'y a pas de raison, tu vois. Et puis le gars il arrive à l'école mais tu comprends pas, c'est pas ça quoi, c'est pas le niveau attendu. Et donc moi, mon fils, mon premier fils, il a repris son CM2, non, sa 6e. Et je vous assure, on avait du mal. Comment on règle ça? Moi, j'avais un principe. Il ne faut surtout pas briser l'enfant. Pour avoir moi-même connu des revers scolaires, j'en ai connu. Moi, j'ai arrêté les études, je suis resté à la maison à rien faire pendant des années. Donc, je sais que le revers ne traduit pas qui est la personne, en fait. C'est juste que la personne n'a pas de raison d'étudier. Et surtout, les colériques ont ce problème. Ils n'ont pas de raison. La plupart des jeunes n'ont pas de raison d'étudier, n'ont pas de raison personnelle d'aller à l'école. Regardez, moi, j'allais à l'école de ma 6e à ma terminale pour 3 raisons. Parce que mes parents me donnaient de l'argent quand j'y allais. Parce que quand je restais à la maison, je m'ennuyais. Et troisièmement, parce qu'on me demandait d'y aller. Personnellement, je faisais, et je suis sûr que de nombreuses personnes, même des étudiants, même des travailleurs, travaillent sans raison. donc, il ne faut pas en vouloir et à quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il doit faire ce qu'il fait. En général, il ne peut pas donner son plein potentiel. C'est pour ça que dans mon livre, j'insiste, la vision ou l'objectif déploie le plein potentiel. Mais quelqu'un qui fait la chose juste parce qu'on lui dit de faire, il ne peut pas donner son plein potentiel. Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut continuer à le guider et l'encourager à trouver une bonne raison. Il faut lui vendre une bonne raison. Quand il aura la bonne raison, il va s'activer. Et donc moi, je disais à mon épouse, quand on en parlait, je dis, mais attention, il ne faut pas qu'on le brise. Il ne faut surtout pas laisser penser à l'enfant qu'il est moins qu'eux. Il n'est pas moins qu'eux, il est lui. Il est différent des autres, mais il n'est pas comme les autres. Il n'est pas inférieur aux autres, il n'est pas stupide. Et donc, cherchant la méthode, on a décidé, ne sachant même pas quoi dire, on a décidé d'aller en vacances avec lui, alors qu'il ne le méritait pas du tout. Et en aucun cas, personnellement, j'ai abordé le sujet. Sa maman était fâchée parce que c'est elle qui l'encadre là, donc elle lui a mis sa pression. Mais moi, j'ai en aucun moment discuté de ça avec lui. Et puis on finit les vacances, c'est bien, on rentre en famille. Et puis je demande s'il a aimé les vacances. On fait une réunion bilan quoi, des vacances. Et puis chacun donne son point de vue. J'ai dit, ok, vous étiez content? Oui. Ah non, on a joué notre rôle de parrain, on vous a créé le cadre. Ouais, c'est vrai. Maintenant, vous faites quoi pour nous? Là, il baisse la tête. Ah, on a joué notre rôle. Vous, votre rôle, c'est lequel? Ah, notre rôle, c'est de bien travailler à l'école. Bah, c'est toi qui as dit, tu as vu ce que tu nous as fait. Je vous assure qu'au premier trimestre, il était premier de classe. De celui qui reprend sa classe à premier de classe. Et je connais plein de gens qui sont passés par là, dont les revers même m'ont rendu plus fort, plus discipliné. Donc vraiment, c'est dû aux parents. C'est frustrant, mais il ne faut pas enfoncer l'enfant. Non, il faut l'écouter, il faut l'encourager. Et surtout, le plus important, il faut l'accompagner à avoir une bonne raison d'étudier. La plupart
des jeunes, des enfants ne savent pas pourquoi ils doivent étudier. Et encore les professeurs derrière qui enseignent de l'abstraction. Le gars, il se dit, on fait quoi avec tout ça là? Les maths dont on nous bombarde, un cours de philo ou d'anglais, on fait quoi avec? S'il ne comprend pas l'utilité, il a encore plus de mal à s'engager. Et là où c'est important, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'aspect parental parce que on vient d'avoir les résultats du premier et second tour du BEPC, du CEP en attendant ceux du baccalauréat. Mais déjà parmi les candidats, quand ils attendaient le résultat, la première crainte c'est comment je rentre à la maison si j'échoue, comment j'arrive à aller chez moi. Certains fuguent juste après les résultats parce qu'ils savent que s'ils vont à la maison, ça va chauffer. Mais est-ce que aussi c'est pas négliger la pression qui pèse sur les parents? On est lundi, ce matin certains sont repartis au bureau ou dans l'entourage, chacun a, mon enfant a eu son examen, je prends tel cadeau, tel cadeau. Et toi, quand ton enfant a échoué, comment est-ce que tu arrives à endosser tout ça pour repartir et faire ce que vous avez fait? C'est une vraie pression, je te promets. C'est une vraie pression, hein, et ça fait plus mal parce que ça ne dépend pas de toi. Tu vois, être parent, c'est un boulot compliqué parce que le gars, il fait ses choix et c'est toi qui souffres, quoi. Tu vois, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est aussi ça être adulte, c'est aussi ça être parent. Il faut transcender cette difficulté et prendre soin. Nos parents ont fait ça aussi avant nous. Hein. Et souvent, moi, là où je suis pas d'accord avec les parents, ils oublient qu'ils ont été des enfants. Et que très souvent, ils ont fait pire que leurs enfants. Et ça, c'est pas juste, quoi. Non, on a été des enfants. Ils sont pas dans les mêmes contextes aussi que nous. Moi, je les plains un peu. Regardez, nous, moi déjà, je suis pas très âgé, mais la télé, on l'avait que... elle s'ouvrait peut-être à... Non, toute la journée, il n'y a même pas de télé. C'est à midi. À midi 30. Midi 30, la télé, elle s'ouvre. À 15h, elle se referme. On faut aller à l'école. Moi, je dirais, ça la même toi. Rien à faire. Et puis le soir, elle ouvre encore, elle referme. Et je me rappelle de ce son permanent fin qui coulait dans nos oreilles. Et eux, ils ont accès à tellement de distractions. Ça demande encore plus d'efforts. Oui, il faut les comprendre. C'est douloureux, je vous promets que de voir un enfant échouer, c'est très difficile. Ça fait même plus mal que quand c'est vous qui échouez. Et si encore vous mettez votre ego dedans, le regard des autres et tout, ça devient extrêmement compliqué. Mais néanmoins, en question, et protégeons nos enfants parce que leur psyché, émotionnellement, quand l'enfant est brisé, ça va être encore plus difficile de le rattraper ou de changer la trajectoire de sa destinée. Revenons au cas d'un candidat malheureux, un enfant qui aurait échoué. La première question qui revient la plupart du temps, c'est pourquoi moi? Les autres ont réussi, pourquoi moi? Comment arriver à passer de l'autocritique négative, destructive, à être objectif? Comment on arrive à changer cette perception au niveau de soi-même? En fait, quand on est entraîné, c'est les jeunes, généralement, ils ne sont pas entraînés à ces sujets. Il y a des techniques. Je donne quelques techniques. Une des techniques, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire que j'interprète le stimuli autrement. Mais c'est vraiment trop complexe, j'ai envie de dire, pour des jeunes en général. Ça fait que le meilleur élément, ce sont des exemples. Il leur faut des exemples. De personnes qui sont passées par les mêmes revers et qui ont fait mieux. C'est là où quand certains servent le fait qu'on n'a pas besoin de l'école, ça rassure. Vous voyez, tous ceux qui ont du mal à réussir dans les études. Donc ça va les mobiliser, puisque ça les rassure. Donc finalement, nous, on a de l'espoir. Parce que voilà des exemples de quelqu'un qui dit qu'on n'est pas obligé d'avoir un examen pour réussir. Mais malheureusement, c'est négatif. À long terme, c'est négatif. Ça peut te rassurer aujourd'hui, mais ça va te faire abandonner les études. Mais pour quelle autre option? Il y aura toujours un prix à payer. Toujours, il y aura un prix à payer. Si tu arrêtes tes études, pas de souci, tu paieras un prix ailleurs. Voilà, mais est-ce que ce prix vaut mieux que le prix des études? J'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question. Donc pour moi, il faut un modèle. Il faut leur donner des référents. Quand il a le référent, il comprend qu'attends, il n'est pas seul, il n'est pas moins intelligent et que ce revers n'est pas une fatalité parce que d'autres l'ont connu et ont pu aller de l'avant. Sinon, c'est vraiment il y a des méthodes pour se rechallenger, se refixer un objectif et il faut de l'accompagnement. Il faut éviter de rejeter la personne à cause de son échec parce que ça va davantage le briser. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement important en début d'émission, l'importance des diplômes, l'importance de l'école. Il est important, au-delà de tout ce qui se dit, de toujours travailler pour avoir son diplôme. Mais malheureusement, le conseil est aussi que beaucoup d'enfants ont perdu cet amour pour la chose éducative parce qu'ils ont entendu, ils ont suivi des personnes qui font peut-être du coaching, dire que l'école c'est pas important, on peut partir de zéro, être quelque chose avec rien, tu réalises.
Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est dangereux. Pour moi, il faudrait arrêter les personnes qui tiennent ce genre de discours ou les emmener à préciser le fond de leur pensée parce que c'est très dangereux. La personne qui est en face, vous ne savez pas comment elle interprète. Et je vous dis, c'est extrêmement dangereux. Et j'insiste. Ce que j'aurais dit moi, pour devenir très riche, on n'a pas besoin de diplôme. Pour devenir très riche, immensement riche. Ce n'est pas le diplôme qui rend immensement riche. Mais est-ce que tu sais si tu seras immensement riche? Parce que tous ceux qui sont immensement riches n'avaient pas la certitude de le devenir. Hein. Très souvent, ça ressemble même à un accident. D'accord? Maintenant, être capable de prendre soin de sa famille, de pouvoir ses besoins. Prenons n'importe quelle population dans le monde. Les diplômés seront toujours plus capables que les non-diplômés de pouvoir l'ensemble de leurs besoins. Les non-diplômés se mettent vraiment en situation de risque. C'est ce que je peux dire. Maintenant, le goût de l'étude, non, je ne pense pas que c'est ça qui affecte. De manière générale, je ne sais pas qu'est-ce qui me fait ça, mais il y a une baisse de l'intérêt pour les études. Ça doit être au niveau mondial. Hein. Quand vous allez en Europe, beaucoup d'Européens ne font pas de longues études. Non. C'est-à-dire qu'il y a un problème, je crois que c'est la disponibilité de l'information. Est-ce que cela n'est pas aussi dû à l'ouverture de la facilité avec les jeux de hasard auxquels ça donne la plupart des jeunes et tout? Pire, là, moi, je sais pas, moi, je vois des élèves du collège qui jouent aux jeux de hasard. Avant, c'était vu comme un péché, hein. C'est un crime, un enfant qui joue aux jeux de hasard. Mais aujourd'hui, c'est comme c'est sur le téléphone. C'est grave, je ne sais pas qu'est-ce qui est fait par rapport à ça, mais j'en ai peur. Hein. Et ils sont spécialisés dans toutes sortes de jeux de hasard. Mais même avec ça, je crois que c'est la disponibilité de l'information et l'importance qu'on accorde à la connaissance. Vous voyez, quand on prenait les siècles des Lumières, on faisait le malin avec la connaissance. Vous voyez, venir débiter des mots complexes, ça te donnait de la valeur. Aujourd'hui, on a fait en sorte que seul l'argent semble donner de la valeur à un individu. Et comme il n'y a pas forcément de lien entre quantité de connaissances et argent, d'accord, du coup ça pose problème. Mais c'est assez grave. C'est assez grave parce que le souci d'apprendre et de maîtriser ce qu'on fait n'est pas très souvent présent. C'est pas très présent. Et c'est une erreur. Parce que la plupart de ceux qui font ça, ils payent la facture plus tard. Si vous étudiez de manière moyenne, peu importe, hein, je ne parle pas seulement d'études diplômantes, même si vous faites la formation de menuisier, de maçon, tout ce que vous voulez. Si vous étudiez de manière moyenne, en fait, vous n'aurez qu'une vie moyenne. Si vous voulez avoir une vie d'excellence, vous allez vers le haut de la pyramide, ben, il faut être excellent dans ce que vous faites. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Non. Maintenant, devenir extrêmement riche, ça n'a rien à voir. Hein. Je parle de faire carrière. Et puis, j'insiste aussi, la compétence technique, et c'est un sujet de mon livre, n'est pas le seul élément à prendre en compte. C'est pour ça que je parlais de l'intelligence émotionnelle. Le fait de veiller sur la psyché de l'enfant, sur les valeurs qu'on lui communique, c'est plus important que la technicité. Mais les deux vont de pair. Mais si je devais les classer, je suis prêt à renoncer à de la compétence technique pour moi ou mon enfant, mais à veiller à plus de compétences émotionnelles parce que c'est plus décisif. Oui, on réussit très souvent parce qu'on a eu juste le courage au bon moment. Pas parce qu'on était le plus intelligent, hein, mais parce qu'on a eu l'audace au bon moment. Alors que la plupart des gens qui échouent ont manqué d'audace, c'est pas d'intelligence, c'est d'audace. Donc le courage, c'est pas un truc qu'on va apprendre à l'école. Oui, le courage, c'est l'éducation qui donne. C'est les parents qui doivent donner du courage à leurs enfants. Et j'ai mal au cœur. Je rencontre des jeunes très intelligents, majors de leur promotion, mais ils n'ont pas le caractère. Et là, ça devient problématique. Je vous assure, vous ne pouvez rien faire avec eux. N'éduquez pas vos enfants en faisant des images. Un enfant a besoin d'essayer, de se tromper, de se blesser, de prendre des risques. Mais si vous l'encadrez trop, vous ne lui permettez pas d'entraîner justement ce côté émotionnel. Souvent, il faut qu'il fasse des choses pour être même réprimandé. Ça fait partie de son éducation. Mais j'ai peur aujourd'hui. Je disais à un ami, ouais, nos enfants sont de plus en plus isolés. Nous, on partait à l'école à pied et en groupe. Mais sur le chemin, c'était une opportunité de formation parce que quelqu'un va te taper dessus à mi-chemin, quoi. Et tu seras seul. Tu vas te défendre. Tu vas apprendre à intégrer le groupe tout seul. Mais aujourd'hui, tout est tellement canalisé que je me demande si les enfants ont vraiment l'opportunité de s'entraîner à la vie. Parce que c'était dans ces interactions informelles-là que le leader émergeait. Attends, tu as subi quand un jour tu en as marre et toi aussi tu te révoltes et puis tu apprends à gérer aussi les relations humaines. Mais tout est tellement canalisé.
que je me demande quel genre de personne on est en train de fabriquer. Par rapport à ce questionnement, où tout à l'heure, j'en voulais un peu à ces personnes qui disent pas besoin d'être diplômé, on peut aller de zéro pour être quelqu'un. Est-ce que la société aussi n'est pas responsable? Et quand je le dis, est-ce que le taux de chômage qu'un jeune scolaire observe, quand il est en classe de CM2, il a un aîné qui est peut-être en classe de terminale ou déjà à l'université, qu'il prend pour modèle, ah, je serai grand comme lui, j'aurai mon examen comme lui, j'aurai le baccalauréat, je serai à l'université. Et quand il arrive au niveau de la troisième, il entend dire, ah, il a fini l'université. Il arrive au niveau de la première, il se rend compte que celui que je prenais pour modèle, c'est lui qui est le fakir au quartier, c'est lui qui fait le thé à longueur de journée, c'est lui qui, je ne dénigre pas un emploi, mais c'est lui qui est en train de vendre telle ou telle chose par petit bout de chemin. Est-ce que tout ceci n'amène pas le jeune scolaire à se décourager, justement, à se dire qu'au bout de l'effort, il n'y a peut-être rien? Non, il y a beaucoup au bout de l'effort. Le critère de comparaison n'est pas le bon. Là, c'est mathématique. Si on veut comparer l'utilité du diplôme, on doit le comparer au non-diplôme, c'est-à-dire l'absence de diplôme. D'accord. Et je vous dis, prenez la population du Burkina Faso, le taux de chômage parmi les jeunes diplômés et le taux de chômage parmi les jeunes non diplômés. Il n'y aura pas de comparaison possible. Donc déjà avoir un diplôme ne garantit rien. Dans aucun pays du monde, un diplôme ne vous garantit un emploi. Il vous donne un peu plus d'opportunités par rapport aux autres. D'accord? Donc, être diplômé, la question c'est, je suis diplômé ou pas diplômé? Je vous dis dans ces deux publics-là, je n'ai pas fait d'études, mais je suis convaincu que les non-diplômés auront encore plus de problèmes d'emploi que les diplômés. Maintenant, parmi les diplômés, c'est une compétition. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre. Si vous avez le diplôme, mais vous n'avez rien appris, je vous dis, vous posez la question à un diplômé. Il fait par exemple, je ne sais pas moi, du droit. Je demande c'est quoi le droit. Il ne peut même pas vous répondre. Ce gars, il va servir à quoi? À rien. Ça, c'est pas la faute du diplôme. C'est sa faute à lui. Comment il a appris? Ça, c'est un. Ensuite, je vous dis, c'est pas leur faute. Il y a un problème d'orientation. Nous avons un système d'orientation. Ah, là, vous touchez. Ah si, il y a un gros problème. J'ai failli être une victime de l'orientation. Je vous raconte. Moi, je voulais faire finance comptabilité parce que c'est la seule filière que je connaissais. Je ne connaissais pas les autres filières. Dans ma famille, il n'y a pas de diplômé avant moi et ma soeur. Ma soeur est aînée qui était la première diplômée. Et mon père me disait j'allais devenir expert comptable quand j'étais en 3e, 4e, 5e. Et moi, je ne sais même pas ce que c'est. Je vous assure que mon intention était d'aller directement faire finance comptable. J'ai eu la chance. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai fait ce qu'on appelle l'année préparatoire. Et en année préparatoire, on faisait tout. On voyait secrétariat, marketing, comptabilité, on faisait tout. Et c'est en année préparatoire que je me suis rendu compte que j'allais être un comptable médiocre. Mais je vous assure, puisque je n'arrive pas à retenir les chiffres. Un comptable qui ne retient pas des chiffres, comment il fait ça? Je ne sais pas retenir des chiffres, je retiens des logiques. Et là, je me rends compte que, mais attends, je ne peux pas faire de comptabilité. Mais je ne savais pas. Combien de gens ne savent pas que le type d'intelligence qu'ils ont, le format de leur mode de fonctionnement n'est pas adapté à une ou une autre filière. Il y en a qui ne savent pas, ils sont nombreux. Et c'est comme ça que peut-être qu'un autre sujet qu'on abordera, ce sera l'orientation. Un jour, on dit cours de marketing. Quand le prof rentre, tout ce qu'il dit, j'ai l'impression de connaître. Je ne fais aucun effort, je dis, ben tiens, c'est ce que je dois faire. Voilà comment je me retrouve en marketing. Et je suis convaincu que plein de jeunes sont mal orientés. Plein. Prenez un gars qui va en médecine. Dernièrement, on était à l'hôpital de Waïguia pour un don lié au livre là. Et puis on en parlait encore. Combien de gens vont en médecine avec plein d'illusions? Ils pensent qu'être médecin va lui donner de l'argent. En fait, le but qu'il a en allant médecin, c'est l'argent. Hein. C'est pas de sauver des vies. Non, il veut gagner de l'argent. Il veut aussi sauver des vies, il n'est pas contre ça. Mais il veut surtout de l'argent. Et il finit de faire de longues études. Et puis on l'affecte dans un village. Il n'y a pas courant, il n'y a pas d'eau. Mais le gars, il est déboussolé. Lui n'est pas venu pour ça. C'est pas pour ça qu'il a signé. Hein. Et il ne comprend pas dans quoi il est. Et ça fabrique de mauvais médecins. Pas que la formation est mauvaise, mais finalement la personne se retrouve dans cet environnement qui n'est pas celui qu'il avait souhaité. Parce qu'il ne comprenait pas le choix qu'il faisait. Et ça, c'est très récurrent. Donc voilà, il y a aussi un problème d'orientation qu'il faut prendre en compte. Et puis le dernier problème, même si on était bien orienté, il faut apprendre. C'est ça. Il faut apprendre. Il n'y a pas de magie. Et c'est douloureux d'apprendre. Hein. Ça demande de l'effort.
Pour intégrer, pour télécharger de la connaissance, ça demande de l'effort. Mais combien investissent réellement dans leurs études? Du temps. On dit qu'il est étudiant, mais il est occupé à tel point qu'il n'arrive pas à étudier. Il y a un problème. Et pour terminer, un échec peut parfois révéler une autre opportunité. Comment on arrive à se focaliser sur peut-être la nouvelle porte qui pourrait s'ouvrir au lieu de continuer à regarder celle qui s'est refermée à travers l'échec derrière soi? C'est clair. C'est là où il faut de la foi aussi. Il faut de la prière. Hein? Parce que, vous savez, un des plus grands dons, à mon avis, que Dieu fait à un homme, c'est de lui, ce qui réalise ce pourquoi il existe sur terre. Tant que vous faites une chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes, vous serez toujours dans la moyenne. Même si vous performez aux yeux des hommes, vous serez frustré. Donc, chaque échec peut vous rapprocher, même comme quelqu'un le dit. Nous, en développement personnel, on y croit ferme, dur comme ferme, et les religions le disent, quoi. Derrière chaque échec apparent se cache une opportunité. Et pour moi, l'échec, c'est pas un échec. C'est un process qui me rapproche de mon but. Donc, il ne faut pas perdre de vue le but. Et le but, souvent, c'est pas le diplôme. Encore là, le but, être smart, c'est souvent très mal défini. Les gens ne sont pas smart. Ils se trompent d'objectif. Le diplôme ne peut pas être un objectif. Attention. Avoir un diplôme, c'est pas un objectif. Avoir de la connaissance est un objectif. Être capable d'acquérir de la connaissance pour résoudre un problème, c'est l'objectif. Le diplôme ne vient que attester. Mais il y en a qui n'ont que pour objectif d'avoir le diplôme. Vous voyez comment c'est compliqué? Il n'a pas l'objectif de la connaissance. Hein. Il a l'objectif du diplôme. Ça va te servir à rien, c'est un papier, non? Ce qui va t'être utile, c'est la connaissance que tu vas acquérir et d'être capable de l'utiliser pour résoudre des problèmes. C'est parce qu'on résout des problèmes qu'on fait de l'argent. On ne fait pas de l'argent juste parce qu'on a un poste. Hein. On fait de l'argent parce qu'on sait résoudre les problèmes des autres. Et c'est ça qui est l'objectif. Comment je deviens la meilleure solution aux problèmes de mon être, c'est-à-dire des publics auxquels je dois avoir affaire. Et puisque vous parlez de cela, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aujourd'hui, après avoir suivi, se dit mais comment j'arrive à redéfinir mon objectif? Comment j'arrive à me réorienter? Puisque je me rends compte qu'en termes d'orientation, je n'étais pas dans ce qu'il me fallait. Moi, je donne ce que j'aurais fait moi. Je vous assure que quand je dois prendre une décision, fixer un objectif, je peux m'entretenir avec 4 à 5 personnes. Parce que c'est trop risqué de s'asseoir dans sa petite tête, d'analyser et puis de trouver une bonne idée. Une bonne solution à un problème. C'est trop risqué. Si la solution était là, je l'aurais déjà. Il y a des gens qui ont vécu la situation avant moi. Il y a des gens qui ont du vécu. Va vers eux. Pose les bonnes questions. Souvent, la solution va devenir tellement évidente qu'on n'y croira pas. Mais s'assoit tout seul. Et c'est ce que font plein de gens. Ils s'assoient tout seul, puis ils l'imaginent. Si j'ai fait ça, si j'ai fait ça. Non, moi je ne fais jamais ça. Je prends conseil. Parce que le succès dépend du grand nombre de conseillers. Il faut aussi, comme je l'ai dit, j'insiste, je rappelle, il faut bien choisir ses conseillers. Vraiment, c'est le modèle le plus simple. C'est de prendre du conseil. Mais plus loin, la meilleure façon d'être productif, comme quelqu'un l'a dit dans la vie, on n'est pas en concurrence avec les autres. On est en concurrence avec soi-même. Et le vrai défi, c'est de se connaître. Plus tu te connais, plus tu connais ton potentiel, tes capacités, ce que tu veux. Beaucoup de gens ne savent pas. Je vous dis, la plupart des travailleurs, pas des travailleurs, là c'est moins, mais il y a des travailleurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Non, ils résument leur boulot à de l'argent. Des gens qui déjà sont dans le professionnel travail. Il va au boulot juste pour le salaire. Il n'y a rien qui le motive. Il n'a pas d'objectif autre que son salaire. Ça rend improductif, il est moyen. La plupart des gens moyens ont ce problème. Il va au boulot que pour l'argent. C'est pas très entraînant. Et dans le milieu scolaire, c'est pire. Je vous dis que la plupart, sortez, ceux qui nous écoutent, allez poser la question à votre enfant, pourquoi tu vas à l'école? Il faut être sincère, il ne faut pas le juger. Hein. Encourage-le à te dire pourquoi il va à l'école. Tu vas être surpris. Il n'a aucune raison qu'un adulte va donner en fait. L'adulte va se dire non, on va à l'école pour réussir. Lui, il ne pense même pas à la réussite. C'est quoi même la réussite? C'est abstrait à ses yeux. Il a tout. Tu veux qu'il pense à la réussite comment? C'est pas une question qui se pose. Voilà un peu. Merci à vous, Abdul Karim Badji. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Salomon Conseil. Merci à vous qui nous faites le plaisir et l'amitié de répondre toujours à ces invitations pour aborder ces thématiques très importantes pour nos téléspectateurs et auditeurs. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders, True TV et Watt FM. Merci à ceux qui font donc ce numéro du DEJ Matinal Info. Et en attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.